Je vous propose de sortir un stéthoscope pour écouter le concert des voix qui murmurent dans nos têtes. Les voix parfois la vôtre, que vous entendez quand vous lisez, quand vous ne faites rien, ou quand elle vous dit de faire quelque chose. C'est un concert tantôt bruyant, tantôt poétique, tantôt cacophonique, et s'en est trouvé pour leur prêter une attention particulière. Bonsoir Hélène Levenbruck. Bonsoir Ludo. Vous êtes linguiste, directrice de recherche au CNRS, au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble. Vos recherches sur la parole intérieure, des recherches que vous menez armées des outils de la psycholinguistique, des neurosciences, de la psychiatrie, de la philosophie, puis un peu de la poésie aussi, il m'a semblé. Du mystère de ces voix intérieures, vous avez commis un livre paru chez De Noël que vous avez ramené, c'est très bien. C'est un livre ce qui s'appelle donc Le mystère des voix intérieures. Ça a été publié chez De Noël donc il y a 2 ans. C'est un livre de mon point de vue qui est remarquable, accessible, poétique, qui est doux. Vous citez Joyce, Harry Potter, Charlotte Brontë, Albert Camus, Racine, Rimbaud, Stendhal. C'est fourni de notes de bas de page. C'est sensible, c'est très référencé, donc c'est un ouvrage dont je recommande la lecture et qui nous parle donc des petites voix qui murmurent dans nos têtes, qui nous parlent de l'endophasie. C'est quoi l'endophasie, Hélène Levenbruck? Alors l'endophasie, c'est un terme qui a été inventé par un médecin français qui s'appelait Georges Saint-Paul en 1892. Donc déjà, on s'intéressait à ce qui se passe dans notre tête à cette époque. Et donc c'est le langage à l'intérieur de soi. C'est cette faculté qu'on a de produire du langage à l'intérieur de soi-même, dans la tête. Alors vous nous avez ramené, enfin plus ou moins, vous vouliez qu'on fasse 2 petites expériences, il me semble, pour que les gens voient un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous ne dites rien, et puis peut-être que Cyril va nous jouer la première diapo. Chers amis, dans le chat, il faut lire ce qu'il y a dessus. Donc il y aura peut-être un petit peu de silence pendant quelques secondes, mais c'est normal. Hélène Levenbruck. Alors, ces fraises fraîches sèches sur ces 16 chaises, ça c'est ce qu'on appelle un virelang. Donc quand on les prononce à voix haute, on fait des échanges de sons entre ce, ce, fe. Et il se trouve que quand on les dit aussi dans notre tête, on va faire ce même type d'erreur et on est capable de les entendre. Donc ça c'est un type d'exercice, d'expérience qu'on peut faire en psycholinguistique pour montrer qu'effectivement le langage intérieur, parfois il est audible, on l'entend intérieurement, il y a une voix qui est sonore et on l'entend et on peut même entendre ces erreurs, on peut même suivre, on peut détecter, se corriger intérieurement. Le plus surprenant, c'est qu'on en fait sans même les prononcer. Moi, je pensais que c'était un problème articulatoire. En fait, c'est pas du tout un problème articulatoire. C'est dans la tête que ça se passe. Il y avait une deuxième diapo qu'on jouait. Chers amis dans le chat, maintenant, il faut continuer à suivre. Restez avec nous. Cyril, tu peux jouer la deuxième diapo, s'il te plaît. Hélène. Alors, ces alexandrins, ils ont été écrits par une grande la plus poétesse. Jolie, celle-là. Voilà, une grande poétesse qui s'appelait Louise Collet. Et il se trouve que Louise Collet, elle était méridionale. Et donc, elle avait l'accent du Sud. Et pour elle, Jérôme et Rome, ça rimait. Mais quand on est à Radio France, à France Info, ben, ça rime pas forcément parce qu'on est à Paris. Et Jérôme et Rome, ça rime pas. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit de la poésie, en fait, on va avoir le même phénomène qui est de prononcer intérieurement, chez certaines personnes en tout cas. Et on va pouvoir entendre des intonations, entendre ce qu'on appelle la prosodie, le rythme, mais on entend aussi le son des mots, le son des voyelles, et donc on entend la différence entre homme et homme. Et donc ça encore, c'est un type d'exercice qui nous montre à quel point la lecture intérieure, la lecture silencieuse, elle s'accompagne en fait de sensations sonores. Il y a Débric Rose, re-salut Débric Rose, qui nous dit « Ça y est, je suis possédé ». Comment elles se manifestent, ces voix? Est-ce que c'est un son dans la tête? Qu'est-ce que c'est que cette voix dans nos têtes? Alors, on considère que c'est comme une simulation interne du langage, de la production de langage. Et les manifestations, elles diffèrent vraiment en fonction des individus. Donc, chez certaines personnes, c'est vraiment de l'audition, comme on vient d'essayer de le tester là. On entend sa petite voix, on entend ses paroles. Chez d'autres personnes, ça va plutôt être articulatoire. D'ailleurs, on peut faire une autre expérience si vous voulez. Ouais. Alors Ludovic, je vais vous demander de positionner vos lèvres comme si vous vouliez prononcer le son O. Donc en maintenant bien vos lèvres arrondies. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Vous faites rire en plus. Attendez, ne riez pas. Maintenez bien vos lèvres arrondies comme si vous voulez prononcer O. Et là, en maintenant vos lèvres arrondies, imaginez que vous voulez prononcer M. Et au moment où vous faites ça, vous prononcez me dans votre tête avec les lèvres arrondies, vous allez peut-être sentir une légère contraction dans vos lèvres.
Et donc ça, cette légère contraction, elle nous indique que quand on produit du langage dans sa tête, quand on prononce me silencieusement intérieurement, en fait, on va impliquer notre système orofacial, on va impliquer les muscles de nos lèvres. Donc chez certaines personnes, la parole intérieure, elle est aussi articulatoire, elle est motrice. Et ça aussi, on peut le mesurer expérimentalement. En fait, comment vous faites ? Alors ouais, ce qu'on fait dans notre laboratoire, au laboratoire de psychologie et neurocognition à Grenoble, on met des petits capteurs sur les lèvres des participants. C'est des petites électrodes qui sont simplement collées comme ça sur les lèvres. Et on demande aux participants de parler dans leur tête. Et là, on va pouvoir mesurer, dans certains cas, une augmentation de l'activité des muscles des lèvres par rapport à l'état de repos. Et donc ça nous indique que quand on parle dans sa tête, on mobilise bien son système articulatoire. Donc voilà, en gros, le langage intérieur, il est chez certaines personnes audible, chez d'autres, il va être plutôt articulatoire, moteur. Et puis, il y a d'autres personnes où ça va être différent. Ah ben non, c'était pas question d'après. Bon, il y a des gens, ce sont les non-sensoriels, si je vous ai bien lu, que vous opposez aux ultrasensoriels, qui n'ont pas ces petites voix, en fait. C'est ça ? Et ouais, si je simplifie un vous petit avez peu. bien lu. Hein. Oui, mais oui, je vous ai lu. Bien lu, parce que... Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été perçu, en fait, déjà à l'époque de ce fameux Georges Saint-Paul qui avait parlé d'endophasie. Hippolyte Taine, un grand philosophe, avait déjà un petit peu vu qu'il y avait des différences entre des personnes, certains plus auditifs, d'autres plus visuels. Et puis, ils avaient perçu, en effet, que chez certaines personnes, il pouvait y avoir une absence de sensations sonores dans la tête ou sensations même visuelles. Et c'est ce qui a été récemment redécouvert par un neurologue britannique qui s'appelle Adam Zeman, qui a montré qu'en fait, chez certaines personnes, effectivement, il n'y a pas ces sensations. Cette imagerie qu'on appelle l'imagerie mentale, elle n'est pas accompagnée d'expériences visuelles, sonores, tactiles. Donc, chez les personnes qui ont ce qu'on appelle une aphantasie auditive verbale. C'est ce que dit notre ami Flouki, qui pose la question. Aphantasie, demande-t-il ? Oui, c'est l'aphantasie. C'est bien l'aphantasie. Bien joué, Flouki. Elle a eu plein de termes, en fait, avant que Zeman la décrive de façon vraiment détaillée. Et en fait, c'est pas un super bon terme, aphantasie. Nous, on regrette qu'il ait choisi ça parce pour que... quelle raison ? Fantasie, c'est le grec pour imagination. Et donc, c'est apprivatif fantasie, qui voudrait dire absence d'imagination. Sans imagination. Mais en fait, non. Les personnes qui n'ont pas dans la tête ont une très bonne imagination. C'est par contre, ils n'ont pas de sensations physiques associées à leur imagination. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont ? Visiblement, donc, vraisemblablement, c'est pas votre cas, ça n'est donc pas le mien. C'est peut-être le cas de gens dans le chat. Comment ça se formalise alors pour ces gens-là, si je puis dire ? Je pose très très mal ma question. Si elles n'ont pas de voix... Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens ? En fait, on est encore un petit peu dans l'exploration de ça. On ne sait pas très bien comment c'est dans leur tête. Est-ce qu'ils mémorisent pareil ? Est-ce qu'ils ressentent pareil ? Alors, ils mémorisent pareil, ils savent... Est-ce qu'ils lisent pareil ? Ils lisent différemment. Ils lisent sans qu'il y ait une sensation sonore, sans qu'il y ait une intonation, sans qu'il y ait des voix différentes. Mais ils ont le sens comme nous. C'est-à-dire que la lecture va être immédiatement transformée en sens. La mémoire, c'est de la mémoire sémantique, c'est des connaissances, c'est je sais. Donc, quand je veux imaginer Ludovic, je sais qui est Ludovic. Je sais qu'il anime cette magnifique émission Le Talk. Mais je ne vais pas avoir directement sa voix. Par contre, quand je le vois en face de moi et que je l'entends, je sais bien que c'est lui. Donc il y a des connaissances, il y a de la reconnaissance, mais il n'y a pas la simulation mentale accompagnée de sensations sonores ou visuelles. Débrick Rose vous demande, je crois davantage que moi, sa question est intéressante parce qu'elle paraît naïve. Elle n'est pas naïve, ta question Débrick, mais elle est posée de cette manière-là. Vous allez savoir bien y répondre, je crois. Est-ce que c'est comme dans le dessin animé avec le gentil ange et le méchant ange ? Ça pose peut-être la question de l'autonomie de cette voix. Et est-ce qu'il y a une autonomie, peut-être une autonomie avec une morale peut-être encore au-dessus de cette autonomie-là ? Wow, il y a plein de très très bonnes questions cachées derrière tout ça. Alors l'histoire du gentil ange et du démon, on la retrouve. Est-ce que quelqu'un nous parle ou est-ce qu'on se parle à soi-même ? Il y a peut-être ça aussi dans cette question. Alors en fait, dans l'endophasie, il y a en effet ce qu'on appelle cette dialogalité, le fait que de temps en temps on se fait des monologues, on soliloque, on est soi-même en train de se parler, et puis on va de temps en temps entendre la voix d'autrui, on va avoir la sensation qu'autrui nous parle, et ces sensations-là, elles
elles peuvent être différentes. C'est-à-dire que parfois, chez certaines personnes, il y a des personnes qui font ça, elles vont attribuer un caractère à ces voix qu'elles entendent. Et donc, il y a des personnes qui disent clairement qu'elles ont des anges, des démons, des amis imaginaires. Il y a des personnes très intéressantes aussi qui disent que pour prendre une décision, elles vont laisser leurs amis imaginaires discuter. Et puis, à la fin, elles prennent leur décision en fonction de celui qui avait les meilleurs arguments. Donc, il y a vraiment cette diversité de personnalités en soi qu'on peut avoir, à qui on peut attribuer vraiment des caractères. Puis, il y a d'autres personnes qui ne vont pas utiliser ces mécanismes-là. Hein, mais voilà, c'est une possibilité de l'endophasie, cette dialogalité en soi. C'est un sujet qui passionne les gens dans le chat et donc j'en suis ravi. Parce que je ne dois donc pas poser de questions, puisque les gens les posent d'une autre manière peut-être, mais de la bonne manière finalement. Berthette demande, les malentendants de naissance ont cette absence de voix ou pas forcément? Vous citez dans votre livre Hélène Keller par exemple. Alors oui, ça aussi c'est une grande question. Les malentendants de naissance qui ne sont pas appareillés ou implantés et donc qui ne vont pas utiliser du tout l'audition et qui utilisent pour s'exprimer la langue des signes vont utiliser un langage sous forme gestuelle manuelle et aussi orofaciale, hein, parce qu'il y a aussi des mouvements labiaux et des mouvements orofaciaux. Et donc leur langage intérieur, c'est effectivement sous forme visuelle qu'il va s'exprimer dans leur tête. Et ça, là aussi, on a quelques petites expériences qui permettent de le montrer. Donc, en fonction de la modalité qu'on utilise pour parler, on va, dans sa tête, avoir une petite voix qui est plutôt visuelle ou plutôt sonore. Autre question formidable de Romatis. Salut Romatis. Il semblerait que non, mais je pose tout de même la question. Est-ce que ça peut être handicapant dans certaines activités, par exemple ? J'avais un peu répondu. Ouais, alors, mais ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, la voix intérieure, on verra qu'elle a plein de rôles bénéfiques, mais elle peut être handicapante lorsqu'elle devient ruminative, excessive. On en a parlé tout à l'heure, l'ange démon. Donc, quand on se met à entendre ces petites voix qui sont en train de nous critiquer, qui sont un peu négatives, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu t'exprimes vraiment mal, personne ne va rien comprendre. Ludo, je suis sûre que là, il se dit que tu es trop longue. Et donc, ces petites voix à l'intérieur. Surtout pas. Elles peuvent en effet gêner, puis elles vont pouvoir devenir un petit peu préoccupantes, envahissantes. Et donc, c'est vrai qu'une personne qui n'a pas de petite voix, ça a un avantage parce qu'effectivement, il n'y a pas ce discours permanent qui est gênant. Donc, dans certains cas, la parole intérieure peut être invalidante quand elle est sous forme trop envahissante et trop sonore. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se dire que finalement, la fantaisie, qui est cette absence de sensations sonores dans la tête, elle a un avantage, elle a un bénéfice parce qu'il va y avoir moins ces intrusions de voix qui peuvent être gênantes dans certains cas. Elle produit de la poésie aussi, ce concert de voix. Eh oui, ce concert de voix, cette polyphonie, ces madrigaux qu'on a en nous, c'est aussi, ça aussi c'est l'endophasie, tout à fait. Donc quand je dis dialogalité, c'est une multiplicité des voix, oui. Il y a des briques roses, je pose plein de questions aujourd'hui. Continuez à nous suivre, c'est super. Bon, je vais poser tout de même des questions. C'est quoi la limite avec la schizophrénie où ça n'a rien à voir ? On n'est pas sur le même terrain, je crois. Hein. Alors, Et il y a Sylmaurine qui pose aussi la question, ce mécanisme en lien avec la schizophrénie. Oui. Peut-être qu'on a mal expliqué ce dont on parlait. Non, mais c'est une très très bonne question. En effet, il y a une sorte de différence entre la rumination, dans laquelle on a ces petites voix en nous et donc ces autocritiques permanentes, mais on a toujours le sentiment d'être l'auteur ou l'autrice de ces voix internes. Donc on a ce qu'on appelle l'agentivité. Je sais que c'est moi qui me parle, je me dis des trucs pas toujours très plaisants, mais c'est moi qui suis l'autrice de tout ça. Je sais bien que c'est moi qui ai créé tout ça. Dans l'entente de voix, qui est un autre phénomène qu'on appelle l'hallucination auditive verbale, là, la voix apparaît comme provenant d'une source externe. J'entends une voix et c'est pas moi qui l'ai créée. Je suis sûre qu'elle vient de l'extérieur. Et vous, Ludo, vous l'entendez pas cette voix, mais moi je l'entends et elle est présente. J'ai vraiment un sentiment de présence et de non-agentivité. Donc ça, c'est le phénomène d'entente de voix qui, il faut savoir qu'il existe chez à peu près 10% de la population. Donc on n'a pas besoin d'avoir un trouble ni neurologique ni psychiatrique pour entendre des voix. Et parfois, ces voix, elles sont au contraire bienveillantes, elles vont aider. Ça peut être un esprit, un ange qui vous parle et qui vous annonce des choses, qui vous aident à réfléchir à certaines choses et qui vous fait du bien. Donc dans ces cas-là, on n'a aucune raison de s'inquiéter. L'entente de voix, ça peut être finalement une bonne chose. Mais dans d'autres cas, quand la voix, ça dépend des voix. Voilà, quand la voix est hostile, agressive, qu'elle intervient à tout moment et qu'elle est vraiment dérangeante, invalidante, là souvent en fait c'est associé à des symptômes psychiatriques ou neurologiques
telles que la schizophrénie, mais ça existe dans d'autres maladies, dans les troubles bipolaires, dans la maladie de Parkinson. Et donc, dans ces cas-là, il convient évidemment de consulter et de se faire aider. Flou qui nous dit super intéressant le sujet et l'invité aussi en tout cas, c'est pour vous Hélène. Goons qui nous dit je me parle constamment à moi-même dans ma tête et mes différentes personnalités, que ce soit dans la réflexion classique ou dans la prise de décision. J'ai toujours cru que c'était le cas pour tout le monde. C'est plus ou moins le cas en fait, un peu pour tout le monde. On peut arrêter de les produire ces voix? Alors ça, c'est la question du contrôle. Eh bien, on peut contrôler ouais. Eh ben, en fait, il y a certaines. Disons que l'endophasie, elle varie sur un continuum d'intentionnalité aussi. C'est-à-dire que délibérément, on peut décider de parler dans sa tête, comme on l'a fait tout à l'heure avec les fraises fraîches. Donc là, on peut décider, puis on s'arrête. Puis à d'autres moments, ces petites voix en sous-bassement, là derrière, en arrière-plan, celles-là, elles sont beaucoup plus difficiles à interrompre. Et ça s'apprend en fait à essayer de les atténuer, de pas trop prêter attention à ces voix quand elles sont dérangeantes, ou alors à prêter attention que quand elles sont bénéfiques et qu'elles sont créatives, par exemple. Mais donc en effet, c'est apprendre à contrôler cette endophasie qui est non intentionnelle, qui survient comme ça à l'improviste. C'est effectivement très difficile, et c'est une des questions sur lesquelles on achoppe un petit peu sur le plan théorique, parce que... C'est qui contre qui ? C'est qui contre qui, voilà. C'est moi contre moi. Et donc là, ça nous renvoie exactement à cette notion de conscience de soi et de qui on est et de ce qu'on est capable de contrôler de soi-même. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière un peu performatif en ce que que ces voix intérieures en fait produisent notre propre roman, et comment dire, ajoutent des briques à ce que nous sommes? C'est un peu la question de l'œuf et de la poule en fait. Super belle question. Alors ouais, c'est la question merci, c'est la question de ce qu'on appelle le soi narratif et la question du rôle de l'endophasie, du langage intérieur dans ce qu'on appelle l'autonoèse, c'est-à-dire la conscience de soi étendue dans le temps, étendue temporellement. On a ce sentiment d'être une personne et d'avoir un passé, un présent, un futur, et on considère actuellement que ce sentiment-là, en fait, c'est une construction qui émane du fait qu'on se parle, qu'on se dit des choses sur soi-même, qu'on se raconte des choses sur soi-même. Et donc, cette endophasie, elle va contribuer à nous donner ce sentiment d'exister. On va aussi incorporer tous les récits que les autres font sur nous. Donc, ce soi narratif qu'on construit au fur et à mesure de notre existence, il est une sorte de brique, enfin pas une brique, un agglomérat de tous ces récits des autres, que font les autres et que nous-mêmes nous faisons sur nous-mêmes. Donc, c'est important de se parler aussi pour se connaître soi-même. Pardon. Neuromatis qui nous dit d'une certaine manière, ça me fait penser aux acouphènes, à la capacité du cerveau à les atténuer. Bon, d'une certaine manière, si on peut dire. Mathias qui dit, je repose ma question, désolé, mais je l'ai pas posée parce que... Bon, je vais la poser. Est-ce que l'analyse de Lacan aide dans ses études ? On n'est pas sur le même domaine, on n'est sur le même territoire. On n'est pas tout à fait sur le même territoire. Les psychanalystes se sont beaucoup intéressés au langage, et en particulier au langage intérieur. Leurs interprétations sont sujettes à caution scientifique, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un des terrains qui intéresse la psychanalyse, le langage. Donc en effet, Lacan, c'était un des maîtres de l'utilisation du langage et du langage à l'intérieur de soi. Neti qui nous dit, est-ce que l'approche métaphysique de l'hindouisme, par exemple, est une source inspirante pour vos travaux ? Si vous ne voulez pas répondre, vous ne savez pas répondre, vous ne répondez pas, Hélène. Alors, il y a quand même... C'est une très bonne question, en tout cas, en ce qui concerne les traditions spirituelles asiatiques. Il semble, en effet, que le langage ait un rôle moins important que dans les traditions spirituelles occidentales. Dans les religions occidentales, le christianisme, le judaïsme, l'islam, le langage a un rôle très important. La parole, au commencement, était le verbe. Dans les traditions spirituelles plus asiatiques, orientales, il va y avoir au contraire une tendance à limiter la parole, à essayer de faire taire ces paroles qui peuvent être, on l'a vu dans la rumination notamment, qui peuvent être envahissantes et qui sont finalement parfois très troublantes. Et donc on peut apprendre dans ces traditions-là à faire disparaître, atténuer, ou en tout cas à laisser s'échapper ces petites bulles de paroles, de langage intérieur, pour atteindre cette espèce de vide absolu, enfin pas de vide, mais de sentiment de sérénité qui peut être recherché pour atteindre des états spirituels plus élevés.
Hélène Levenbruck, il est 20h05, passé de 2 secondes. C'est le moment où je vous donne, je vous livre le mot de la fin. Le mot de la fin, Hélène Levenbruck, c'est pour vous. Oh, le mot Je vous de la livre fin. pas, je vous refile la patate chaude. Le mot de la fin, ce serait peut-être la conclusion de mon bouquin, c'est que c'est important de se connaître soi-même, donc d'écouter son langage intérieur, de s'écouter pour tendre vers une meilleure connaissance de soi, mais aussi d'autrui. Donc tendre vers l'entente et tendre vers s'entendre les uns et les autres. Le mystère des voix intérieures, paru chez De Noël, aux éditions De Noël, un livre écrit avec chaleur par Hélène Levenbruck et que je vous recommande chaleureusement. Il est 20h05, passé de 43 secondes. Merci infiniment, Hélène, de vous être transportée jusqu'au studio 3F74. Vous venez de Grenoble. Vous avez pris un train pour nous rejoindre sous la pluie. Donc merci d'avoir fait l'amitié de vous être transportée jusque-là. Puis revenez pour votre prochain livre. Ce sera avec un identique plaisir.